Mes chers compatriotes, nous sommes le 31 décembre 2021 et dans quelques heures, nous allons entrer dans cette année 2022 qui sera celle des élections stratégiques en France, des présidentielles et législatives. Alors, à l'occasion de cette Saint-Sylvestre, eh bien, comme d'habitude et comme il est naturel, je tiens à vous présenter mes vœux pour la nouvelle année. Et je voudrais profiter de ces vœux pour nous remémorer collectivement quelques-uns des événements qui se sont déroulés au cours de cette année 2021 et qui, avec le recul du temps, apparaissent avec l'ampleur historique qu'il faut leur accorder. Le 1er janvier de cette année 2021, il y a eu la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein de la collectivité européenne d'Alsace. Cette fusion des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin a été décidée contre l'avis des Alsaciens et en particulier des habitants du Haut-Rhin qui avaient voté lors d'un référendum local en 2013 justement contre cette solution, dont d'ailleurs les logos mettent en avant les couleurs de l'Alsace rouge et blanche et les couleurs du drapeau européen bleu aux étoiles d'or, mais oublient tout simplement le drapeau français, eh bien c'est qu'il y a une idée derrière la tête. C'est l'idée que j'ai développée dans mes conférences sur l'Europe des régions et que je n'ai pas le temps ici de réexposer, mais qui montre qu'il y a une volonté délibérée, même contre la volonté des populations, d'aller vers une fragmentation de l'espace de la République française dans l'attente de l'avènement d'une Europe des régions, une union des États-Unis d'Europe, mais les États ne seraient plus les États nationaux, mais les régions. Le 29 janvier, le gouvernement avait privilégié un couvre-feu renforcé avec des nouvelles mesures de restriction, avec notamment la fermeture des frontières pour les pays en dehors de l'Union européenne. Donc, en revanche, c'était ouvert pour les pays de l'Union européenne, ce qui montre qu'il y a une coloration extrêmement politique à cette affaire de Covid-19. La science, normalement, devrait indiquer que si l'on ferme les frontières avec l'extérieur, il faut également fermer les frontières nationales avec les pays de l'Union européenne. D'ailleurs, le 2 mars, l'Allemagne, quant à elle, décide d'exiger un test PCR pour les habitants de Moselle, c'est-à-dire des Français se rendant sur son territoire chaque jour, c'est-à-dire pour les frontaliers. En d'autres termes, la vision de l'Union européenne par Macron n'est pas la même que la vision de l'Union européenne par les Allemands. On l'avait encore mesuré une nouvelle fois à cette occasion. Dans le même mouvement, d'ailleurs, Macron et le gouvernement avaient annoncé la fermeture, je ne sais pas si vous vous le rappelez, des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés. On a oublié, parce que ça fait partie de ces décisions un peu baroques, qui sont décidées comme ça, à la va-vite, avec certainement l'esprit de faire une opération psychologique pour imposer aux Français des mesures coercitives et qu'ils prennent l'habitude d'y obéir. Exactement ce qu'a fait d'ailleurs Castex il y a quelques jours en interdisant maintenant aux Français de manger debout. Le 3 avril, le confinement était étendu à tout le territoire métropolitain. Et puis le 5 mai, autre événement, c'était le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Rappelez-vous les polémiques qui ont eu lieu à cette occasion. Est-ce qu'il fallait célébrer Napoléon, ne pas le célébrer? C'est à ce moment-là qu'on a beaucoup parlé de cancel culture, de woke culture. Il n'y a qu'en France que ce genre de débat peut arriver, et aux États-Unis, sous l'influence délétère des États-Unis. Bien sûr que Napoléon Ier a commis des erreurs, des crimes, ça tout le monde le sait, qui ne le saurait pas maintenant. Mais réduire Napoléon Ier à ça, c'est seulement avoir une vision toujours extrêmement négative de l'histoire de France. C'est un des problèmes de notre pays. Le 19 mai, d'un seul coup, on apprenait que les commerces, terrasses, bars et restaurants, ainsi que les lieux culturels, dont les cinémas et les musées, pouvaient rouvrir. Parce qu'au cours de cette année 2021, ça a été en permanence ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Les gens s'y perdaient complètement. Le 31 mai, ouverture de la vaccination contre la Covid-19 pour toutes les personnes majeures sans condition. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir cette propagande, au début en mode mineur, puis de plus en plus importante, pour se faire vacciner. Et cette vaccination, d'ailleurs, contre la Covid-19 étant ouverte à toutes les personnes de plus de 12 ans à partir du 15 juin. Le 20 et le 27 juin, rappelez-vous, c'était les élections départementales et régionales qui ont été essentiellement caractérisées par une abstention inimaginable, supérieure à 65%, c'est-à-dire les 2/3 des électeurs ne se sont pas déplacés lors des 2 tours au niveau national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Ceux qui vont voter, ce sont les personnes âgées, parce qu'elles se rappellent un temps, les années 60, 70, 80 du XXe siècle, où tout le monde allait voter parce qu'il y avait des véritables choix politiques, alors que les jeunes générations, notamment depuis le traité de Maastricht qui a verrouillé en fait tous les choix stratégiques, depuis notre appartenance à l'euro, tous les choix, vous le savez, puisque vous m'écoutez, sont décidés à Bruxelles ou bien à Francfort pour la monnaie, et toutes les conséquences, eh bien, les jeunes générations ont le sentiment qu'elles votent à droite ou elles votent à gauche. En fait, ils ont toujours la même politique, ce qui est vrai, puisque c'est une politique qui est insensible aux élections nationales. C'est la politique décidée par la Commission européenne en vertu des traités européens. La réalité des choses, c'est que le Rassemblement national a baissé par rapport aux estimations qui avaient été faites. Ça a même été pour eux de très mauvais résultats. Et aussi un autre résultat, c'est que En Marche a eu aucune région, du moins au niveau national. Ils n'ont remporté une région qu'en Guadeloupe, en Outre-mer, et dans des conditions qui sont quand même très différentes de la métropole. J'en profite pour rappeler que En Marche a obtenu en gros 11 à 12% des suffrages, ce qui donne à penser que les sondages actuels qui donnent 24% à Macron au premier tour de l'élection présidentielle sont très très largement surestimés. Le 20 juin, Macron fait un cadeau aux Français, il annonce la fin du couvre-feu, mais c'était pour mieux taper dessus quelques semaines après, puisque le 12 juillet, moins d'un mois après, il annonce la création, l'extension du pass sanitaire dans les lieux de loisirs, les musées, les cinémas, de plus de 50 personnes à partir du 21 juillet. Donc, on voit d'un seul coup apparaître, et là c'est un changement dans l'histoire de la pandémie, c'est que d'un seul coup on voit apparaître une personnalisation, une distinction, une différenciation, quasiment une ségrégation entre les Français, avec d'un côté ceux qui acceptent non pas la vaccination, mais la pfizerisation, et ceux qui, pour des raisons qui leur sont propres, ne veulent pas. Pour le rappel de cette année, je dirais un petit mot, un petit clin d'œil à tous les footeux. C'est l'arrivée le 10 août de Lionel Messi au PSG. On ne veut pas en faire des tonnes, vous savez tout ça mieux que moi. Du 15 au 27 août, d'événements importants, l'armée française qui plie bagage et qui évacue l'Afghanistan dans des conditions de précipitation qui ont été créées en fait par les États-Unis d'Amérique, qui ont planté d'un seul coup tous leurs alliés, qui ont négocié avec les talibans leur fuite éperdue d'Afghanistan. C'est un événement que certains Français ont déjà oublié sans doute, mais qui est quand même très important, puisque ça montre encore une fois qu'un peuple, même un peuple très pauvre en guenilles, peut triompher de la première puissance mondiale. Il suffit pour cela de vouloir être libre. Ça montre au passage que notre alignement, par l'intermédiaire de l'Union européenne et de l'OTAN, sur la géopolitique des États-Unis d'Amérique est un désastre pour la diplomatie française. Le 6 septembre, nous avons tous déploré la mort d'une icône du cinéma français, Jean-Paul Belmondo. Je tiens à le signaler, parce que ça m'a fait, comme à beaucoup de Français, ça m'a quand même fait de la peine. Ça m'a rappelé quand même les films que je voyais quand j'étais enfant et adolescent. Le 17 septembre, dans un tout autre registre, la France a rappelé ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis après l'annulation calamiteuse du contrat des sous-marins pour la marine australienne. Je rappelle cet événement parce qu'il a montré au passage que les Britanniques avaient réussi à mettre au point avec les États-Unis et l'Australie une coalition notamment pour être ensemble dans le Pacifique, coalition dont la France est chassée comme une malpropre. Ça prouve que le Brexit n'est pas du tout l'isolement diplomatique que l'on nous a fait croire. Au contraire, le Royaume-Uni, redevenu libre, peut de nouveau avoir une diplomatie mondiale, malheureusement à notre détriment. Mais nous sommes ligotés par les enclumes et les poids que nous devons porter, qui sont ceux de l'Union européenne. Et donc on tourne en rond, on s'est fait avoir comme des bleus. Le 12 octobre, un autre décès tout à fait symbolique, qui est la mort d'Hubert Germain. Hubert Germain, c'était le dernier compagnon de la Libération encore vivant. C'est donc une page qui se tourne, puisque désormais, il n'y a plus de compagnons de la Libération. Ces gens qui avaient rejoint Charles de Gaulle, un ordre fermé, puisqu'il y avait eu... je crois que Charles de Gaulle avait fermé l'ordre quelques années après 1945. Ça veut dire que plus personne ne pouvait être décoré. Et donc c'était les quelques centaines de personnes qui avaient été les résistants les plus actifs pour que vive la France et pour que
triomphe. C'est cette phrase merveilleuse de Charles de Gaulle, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Le 19 octobre, permettez-moi de le rappeler, parce que les médias n'en ont quand même pas fait beaucoup sur le sujet, eh bien, j'ai lancé officiellement mon programme présidentiel sur FA22, que vous trouverez sur notre site internet upr.fr ou sur le site spécialisé asselineau2022.fr. Je rappelle au passage que ce programme a été le premier programme présidentiel présenté devant la population française et que le manque de modestie, mais la réalité m'amène à souligner que nous n'avons eu que des éloges de ceux qui ont bien voulu le lire. À la mi-novembre, on a eu une révolte aux Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique, avec notamment cette décision du gouvernement français pour calmer le jeu d'autoriser en Guadeloupe que le personnel soignant puisse être vacciné avec le vaccin chinois Sinopharm, qui a la particularité d'être un vaccin à virus désactivé. C'est, vous le savez, l'un des points saillants de mon programme. Si je suis élu au mois d'avril prochain, parmi les toutes premières décisions que je prendrai, c'est la suppression de tous les passes sanitaires ou vaccinaux et puis la liberté vaccinale. À chacun la possibilité d'être libre, soit de ne pas se faire vacciner, soit de se faire vacciner, et si on veut se faire vacciner, d'avoir le choix, non seulement avec les vaccins actuellement imposés par l'Union européenne, qui se trouvaient être des vaccins américains avec cette technologie ARNM, ou alors avec les autres vaccins. 26 novembre, un petit événement complètement passé inaperçu, c'est Emmanuel Macron qui a signé le traité du Quirinal. C'est là où se situe la présidence de la République italienne. Avec l'Italie, eh bien, il a signé donc avec le président du Conseil italien, M. Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne. M. Macron a signé un traité franco-italien. Tout le monde s'en fiche, en France comme en Italie. Tout ça, ça fait partie des enrobages, du blabla, etc., que Macron adore faire. Ça rappelle un petit peu le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, dont en fait tout était fondé sur des ambiguïtés. Pour ce qui me concerne, si je suis élu, eh bien j'arrêterai avec cette politique des traités qui ne servent à rien. Le 8 décembre, on arrive au mois où nous sommes, eh bien la prestation de serment d'Olaf Scholz, le nouveau chancelier d'Allemagne. Une page s'est tournée en Allemagne avec le départ d'Angela Merkel. Angela Merkel qui a été d'ailleurs élevée au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur par Macron, ce qui est tout à fait extravagant parce qu'elle ne nous a pas fait de cadeau particulier pendant les 16 ans qu'elle était là. Mais ce qui est exact, c'est qu'elle a plutôt eu tendance, tout en défendant bec et ongle les intérêts de l'Allemagne, elle a eu tendance de temps en temps à calmer un petit peu le jeu. Ce ne sera sans doute pas le cas d'Olaf Scholz, qui est flanqué du président du FDP, qui est le nouveau ministre des Finances, qui est un ultra orthodoxe en matière financière, et il est flanqué de la coprésidente du Parti des Verts, qui est plutôt vert de gris que vert prairie, puisqu'elle a tenu les propos les plus belliqueux qui soient, et contre la Russie, et contre la Chine. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, tout ça est assez inquiétant pour les mois, les années qui viennent. Et naturellement, aucun candidat à l'élection présidentielle, à part moi, n'évoque ces questions de nos relations avec l'Allemagne, alors qu'elles sont fondamentales. Le 12 décembre, le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, où pour la troisième fois, le corps électoral calédonien a rejeté l'indépendance, ce qui clôt les accords de Matignon. Alors je sais bien que les partis indépendantistes avaient appelé à l'abstention, mais c'est la confirmation de ce que je disais d'ailleurs plus haut dans mon exposé, c'est que l'abstention, c'est une très mauvaise méthode si vous voulez faire triompher vos idées. Parce que l'abstention, elle n'invalide pas un scrutin. Voilà résumé en gros les événements de cette année 2021, auxquels j'ajouterais ce qui se passe en ce moment, que nous voyons sous nos yeux. Eh bien, c'est la décision de Macron et de Castex et de Véran démentant les propos les plus solennels, les promesses les plus fondamentales qu'ils nous avaient administrées depuis des mois. Ils avaient juré, craché d'abord qu'il n'y aurait jamais de passe sanitaire et qu'ensuite il n'y aurait jamais de passe vaccinal, jamais d'obligation. Eh ben on y est. On y est. Monsieur Macron a décidé la procédure d'urgence. Déjà, hier, les députés ont adopté en commission
le projet qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal et il y aura en vote en première lecture le 3 janvier à l'Assemblée nationale. Les députés voteront le 3 janvier. Je suis de ceux qui combattent tout à fait ce pass vaccinal. Nous sommes pour la liberté de vaccination. Nous ne sommes pas anti-vax. Je l'ai dit, nous sommes moins anti-vax que le gouvernement, puisque le gouvernement refuse les vaccins chinois, cubains, russes et le vaccin français qui n'est toujours pas d'ailleurs arrivé. Donc nous sommes pour étendre le nombre de vaccins, mais nous sommes aussi pour que les Français qui ne veulent pas se faire vacciner puissent ne pas le faire. C'est le b.a.-ba des libertés publiques. D'autant plus que derrière ce pass vaccinal, on voit arriver toute une cohorte de fantômes de plus en plus inquiétants qui sont la puce électronique avec des données. C'est en cours, un pass sanitaire sous forme de puce sous-cutanée. 5000 cobayes sont en train de tester ça en Suède. Ça veut dire que petit à petit, on risque de déboucher sur une société que même George Orwell, en 1984, n'aurait même pas pu imaginer dans ses pires cauchemars. Pour nous, pour vous, pour nos proches, pour nos conjoints, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, tous nos amis et tous nos descendants, nous devons absolument nous rebeller, nous opposer autant que faire se peut à cette dérive. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé, quant à nous, à saisir tous les députés, que vous soyez de gauche, de droite, du centre, d'extrême gauche ou d'extrême droite, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous disons. Vous n'avez pas du tout besoin d'ailleurs d'être d'accord avec ce que nous disons pour saisir votre député et lui demander qu'il refuse de voter le pass vaccinal et également qu'il dépose une motion de censure. Donc malheureusement, on se heurte à une inertie des députés, mais enfin on a déjà plus d'une centaine de réponses grâce à tous nos militants et sympathisants qui saisissent leurs députés et on est en train de collationner tout cela. Pour l'instant, d'ailleurs, il y a un petit peu plus de députés qui ont dit qu'ils ne voteraient contre que de députés qui ont dit qu'ils voteraient pour. Mais il y a une immense majorité de députés qui ne veulent pas répondre et qui sont faits d'une extrême lâcheté. Ils ne veulent même pas assumer publiquement le vote qu'ils vont émettre. Nous sommes dans une situation quand même réellement grave. De la même façon, nous avons appelé à participer à une pétition, quelles que soient les personnes qui l'ont lancée. C'est une pétition dont le texte est fondé et donc qui a dépassé d'ailleurs hier, en fin de journée, hier 30 décembre, qui a dépassé les 1 million de signatures. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que nous allons franchir tous ensemble la Saint-Sylvestre et que nous allons entrer dans le jour de l'an. Je souhaite à toutes et à tous tous mes vœux pour 2022. Et je voudrais ici terminer ce propos par une note quand même un peu plus positive. Quelle que soit la dureté des temps, rappelez-vous toujours que la France a toujours réussi à surmonter ses malheurs. Comme le disait Charles de Gaulle à Alain Peyrefitte, il disait, quand Peyrefitte disait dans les années 60 tous les problèmes qui accablaient la France, de Gaulle avait cette formidable parole, il disait, vous savez, on en a vu d'autres. On en a vu d'autres, disait-il. Et on a parfois été au fond du trou, dans des situations historiques épouvantables, où il s'en est fallu d'un cheveu que la France ne disparaisse. Et au bout du compte, la France, tel le phénix renaissant de ses cendres, a toujours triomphé. Et moi, c'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui. Les Français ne laisseront jamais tomber la France. Il faut simplement qu'ils se redressent, qu'ils se rassemblent et qu'ils se rassemblent sur un objectif unique. L'objectif unique, ça doit être de rendre à la France sa liberté, son indépendance, sa souveraineté. Et pourquoi ? Parce que si les Français n'ont pas la possibilité de changer eux-mêmes leur politique, ils ne changeront rien du tout. C'est pour ça qu'à la différence de tous les autres candidats, depuis 15 ans, j'appelle les Français à se rassembler provisoirement au-dessus du clivage droite-centre-gauche, non pas pour taper sur telle ou telle partie de la population, comme le fait Macron, qui a désinhibé les Français, où maintenant il y a des haines inexpiables qui traversent les amis, les familles, entre les pro-vax et les anti-vax. Un président de la République, ça n'est pas quelqu'un qui désigne une partie de la population à la vindicte populaire.
Ça n'est pas quelqu'un qui désigne à la population les responsables de leur malheur. M. Macron est extraordinairement coupable et responsable du délitement de la société française auquel nous assistons. Eh bien moi, je suis confiant dans notre histoire. J'ai confiance dans mon pays. J'ai confiance dans la capacité de sursaut du peuple français. Et quand je dis le peuple français, c'est l'ensemble des Français, quelles que soient leurs origines, leurs conditions, leur religion, depuis quand ils sont français, depuis 5 siècles, de leur famille, ou simplement de première génération. Moi, je me promène à travers toute la France. Je n'ai jamais de garde du corps. Je ne suis jamais agressé. Et je suis au contraire très souvent approché par des gens de toutes les conditions qui me disent « Monsieur Asselineau, continuez, nous vous soutenons ». L'année 2022, c'est peut-être la dernière année où l'on va pouvoir choisir vraiment un président de la République digne de ce nom. Si les Français ont cette faiblesse de succomber à ce que vont leur dire les sondages, les couvertures médiatiques, les articles de journaux, etc., s'ils ont la faiblesse de ne pas se pincer en se disant « il faut que je me réveille et il faut que je vote non pas pour tel ou tel qui va pouvoir éventuellement battre Macron, nanana », ça fait partie de ce genre de raisonnement de billard à 5 bandes complètement ridicule. Non, il faut que les Français décident de voter en 2022 au premier tour pour le candidat ou la candidate qui correspond à ce qu'ils veulent. Et il faut que les Français regardent très attentivement les programmes. Il faut également qu'ils regardent quelle est la probabilité que la personne en question, que le candidat en question mette en œuvre ce programme. C'est là où le programme que j'ai présenté se distingue de tous les autres. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucun autre candidat dire ce que j'ai dit moi. C'est que mon programme, je prends la garantie devant le peuple français que je pourrais le mettre en œuvre. Et la meilleure preuve que j'apporte, c'est que si je suis élu, au bout de 2 ans et demi, si je n'ai pas ouvertement mis en œuvre au moins la moitié de mon programme, je réaliserai un référendum révocatoire où ce sera aux Français de juger s'ils me maintiennent en place ou pas. C'est toute la différence avec les autres candidats. Et pourquoi est-ce que je prends cet engagement ? Parce que je sais que moi, mon programme, je pourrais le mener à bien parce que je m'en donnerai les moyens, parce que je me donnerai la marge de manœuvre juridique et financière nécessaire en sortant de l'Union européenne, en sortant de l'euro, en sortant de l'OTAN, mais aussi en prenant toutes les mesures que j'ai précisées dans mon programme, notamment de réduction drastique des frais de l'État et encore plus des collectivités locales, et en luttant efficacement notamment contre la fraude fiscale, la fraude sociale et toutes les fraudes qui bénéficient à plein, d'ailleurs, de la libre circulation des mouvements de capitaux. Croyez-moi, j'ai de l'intuition. Je pense que 2022 n'est pas forcément l'année catastrophique à laquelle tout le monde pense. Je pense que 2022 peut être au contraire le début de la résurrection de la France. Pour ça, il suffit tout simplement que les Français décident dans leur fort intérieur que personne, je dis bien personne cette fois-ci, ne préemptera leur choix politique et dans le secret de l'isoloir, du moins au premier tour, ils voteront pour le candidat qui leur paraît résolument le mieux à même de redresser la France. Bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite à tous, dans le contexte actuel bien sûr, le plus grand bonheur possible, la meilleure santé possible, et puis en fait de profiter à plein de la vie. Et puis en conclusion de ce discours de vœux de 2022, je voudrais raconter cette petite anecdote qui remonte à 1940 mais qui est extraordinairement symbolique de ce qu'est notre pays. Cette anecdote, elle se passe en 1940, plus exactement le 25 décembre 1940 à Londres. À Carlton Gardens, ce sont dans le bâtiment que Churchill a prêté à De Gaulle et aux quelques personnes qui sont avec lui dans ce qui est le début de la France libre.
Et donc De Gaulle est depuis le 18 juin sur le sol britannique. Le 25 décembre 1940, la France est au fond du trou. Hitler a triomphé, Hitler domine tout le continent européen, il a une alliance avec l'Union soviétique, il a des alliés en Espagne, au Portugal, en Hongrie, etc. Il a certes raté l'invasion du Royaume-Uni, mais c'est le seul échec. La France paraît complètement dominée par l'Allemagne nazie, et donc ceux qui suivent De Gaulle apparaissent comme des retardataires, comme des gens qui ont raté le coche. J'ajoute d'ailleurs que De Gaulle a été condamné à mort pour avoir désobéi à ses supérieurs hiérarchiques. Donc en fait, non seulement la France, mais la France libre est au fond du trou. De Gaulle organise donc un Noël le 25 décembre 1940 à Carlton Gardens. L'atmosphère est sinistre et même lugubre. Et une lady britannique, la femme d'une personnalité de premier plan, fait partie des invités et elle va voir Charles de Gaulle. Et elle lui dit, dans un français, l'aristocratie britannique parle le français avec un accent délicieux, et elle lui dit quelque chose comme « Alors, mon général, comment va la France ?» Et De Gaulle lui répond de façon sublime « Très bien, madame, elle nous enterrera tous. » Voilà, ça, c'est De Gaulle, et ça, c'est la France. Parce que la suite des événements a montré qu'il avait raison. Vive la République et vive la France. Bonne année Génération A. Bonne année Génération A. Bonne année à tous. Bonne année 2022 avec Génération A. Bonne année à tous. Bonne année Génération A. Et vive l'UPR, vive François Asselineau. Bonne année Génération A. Bonne année avec François Asselineau. Bonne année du Frexit. Bonne année Génération A. Bonne année du Frexit. Bonne année du Frexit.